Et j'aimerais vous présenter, c'est une sorte de petit générique en fait avant de commencer ce super binard et puis laisser le temps un petit peu aussi à tout le monde d'arriver. Et donc c'est une vidéo qui montre en fait, il n'y a pas besoin de mots, qui montre comment on commence un mouvement. Et avec Joël, on a trouvé que c'était une belle façon d'introduire ce super binard. Donc je vais vous partager mon écran, lancer cette vidéo. Hop. Je vais la mettre en plein écran. Est-ce que tu vois bien, Joël? C'est bon? Oui, je vois très bien. Super. Donc le pauvre monsieur danse tout seul. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette vidéo. Elle a plus de 10 ans. C'est une vieille vidéo. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui le rejoint. Et on vous enverra en goodies un TEDx qui explique un petit peu vraiment ce qui se passe dans cette vidéo, mais qui est assez dingue. Là, on voit en fait que le monsieur en vert appelle ses copains à le rejoindre, etc. Donc, en fait, ils sont que deux à danser. Ils doivent se sentir un peu seuls, mais ils n'abandonnent pas. Et en fait, très rapidement, on va voir qu'ils ne vont pas rester tout seuls. Voilà, qui vont être rejoints par d'autres qui ont envie de faire les fous. Voilà. Et là, c'est parti. En fait, les gens commencent à se rapprocher pour voir les gens danser, mais pas forcément danser, puis à danser. Et là, quand il y a une dizaine de personnes, tout d'un coup, c'est parti. Le buzz a pris. La stratégie d'influence a cartonné. Le pauvre mec tout seul qui a cru, en fait, quelque part, a un peu décidé de mettre de l'ambiance sur sa vie pelouse. Et donc, la transforme un peu. L'enthousiasme, les gens courent. Les gens courent, quoi. Voilà. Et je pense que c'est un bel exemple d'une stratégie d'influence de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Alors, il y a 10 ans, on n'avait pas encore les mêmes buzz qu'on peut avoir aujourd'hui, mais voilà comment ça se crée dans la vraie vie. Voilà. Donc, ouais. Moi, j'aime beaucoup cette vidéo qui montre. C'est assez fou. C'est assez fou. Ça illustre bien la thématique. Exactement. Voilà, donc c'était mon générique d'aujourd'hui. Je pensais qu'il y avait une musique dessus, mais en fait, non, il y a un monsieur qui parle. Donc voilà, on vous l'enverra si vous voulez la revoir, la transférer. Elle a eu des millions de vues. C'est vraiment une vidéo super, super sympa. On va couper derrière qu'il arrête de parler. Hop là. Et on va pouvoir commencer ce super binard. Joël, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Au tout début de l'été, ça fait plusieurs mois qu'on discute de faire ce super binard ensemble. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille ensemble et qu'on a vécu des grandes aventures ensemble. Et donc, voilà, pour tous ceux qui nous ont rejoints, merci beaucoup d'être là. Et on va essayer de vous faire partager un petit moment de vie, une conversation qu'on va avoir toutes les deux, à laquelle vous pouvez tout à fait vous joindre, en fait, poser vos questions. Alors, pour les plus timides, utilisez le chat. Si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de problème. N'hésitez vraiment pas. On veut vraiment faire quelque chose de super convivial et surtout que vous repartiez avec, en ayant appris des choses, en ayant découvert des choses. Donc, avant de laisser Joël se présenter rapidement, je vais juste vous rappeler que moi, je suis CEO de Light Me Up, que Light Me Up, c'est un studio d'innovation. Et qu'est-ce qu'on fait chez Light Me Up? En fait, on accélère les projets. Alors, on accélère des entrepreneurs, ça c'est notre passion, notre purpose, comme diraient les Américains. On est persuadés que les entrepreneurs peuvent changer le monde et Joël va vous montrer un peu comment tout à l'heure. Et puis aussi les grands groupes parce que il faut les mettre un peu en mode start-up. Et on fait tout ça avec des méthodologies d'innovation, d'intelligence collective comme le design sprint qui est une vraie passion pour moi. Donc voilà, et donc aujourd'hui, on a fait plusieurs super webinaires que vous pouvez retrouver sur notre site et sur YouTube. On avait accueilli plusieurs experts internationaux. À chaque fois, on essaye de vraiment mettre un niveau assez élevé dans la conversation qu'on propose. Donc, on va faire la même chose aujourd'hui. Et du coup, je suis très fière, Joël, de te laisser la parole pour te laisser te présenter en quelques mots. Écoute, bonjour à tous. Merci Élodie pour cette invitation. C'est un véritable plaisir aujourd'hui de pouvoir présenter mon métier.
qui est assez méconnu, même si le marketing d'influence se démocratise. C'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, voire même incontournable. Donc, moi, je suis Joëlle Travers, j'ai 34 ans. J'ai créé avec Rosemonde Pierre-Louis qui regarde le super binaire, l'agence de communication C'est pas de la com. Donc là, vous allez tout de suite vous dire, mais pourquoi c'est pas de la com? Parce qu'avec Rose, on a décidé de proposer plus que des prestations de communication à nos clients et à nos partenaires. On propose vraiment des expériences, de l'émotion. On les accompagne vraiment dans leur stratégie. On essaye de sortir des sentiers battus pour justement mettre en place des dispositifs de communication à impact qui marquent les esprits. Donc, grosso modo, c'est ça, c'est pas de la com. Donc, si je devrais être plus concrète, je dirais que c'est pas de la com. C'est une agence de communication digitale et événementielle qui crée des expériences pour ses clients. Et la particularité de notre agence, c'est qu'on a aussi nos propres événements qu'on imagine et qu'on va ensuite proposer à des partenaires qui vont nous accompagner. Merci Joël pour cette présentation. Et bien justement, tu dis que ton métier est assez méconnu, le marketing d'influence. Pourtant, moi j'ai l'impression que l'influence, c'est quand même le truc super à la mode. Il y a plein de préjugés sur l'influence. Lesquels t'énervent le plus? Quand on me dit oh, c'est facile, c'est juste un post, une photo sur Instagram prise à l'iPhone. Bon, dès qu'on a du budget, on peut avoir tout ce qu'on veut. Voilà. Ou sinon, les influenceurs, c'est juste des panneaux publicitaires. Bah, ça m'horripile en fait, parce que c'est un véritable métier. Bon, ça a commencé certainement par une passion, l'envie de partager pour les influenceurs, et c'est devenu un métier parce qu'ils ont un réel impact à la fois sur l'économie, la société et des enjeux qui nous dépassent en fait, qui dépassent le pur cadre des entreprises. Donc oui, ils ont un rôle important et c'est pas juste des personnes qui font un post sur Instagram pour se montrer parce qu'ils sont vaniteux ou autre. Non, ils ont un véritable rôle à jouer en marketing, en communication et au-delà même. On le verra par la suite. Ok, merci. Alors moi, j'ai un préjugé quand même, c'est que en fait, pour moi, vous êtes tout le temps en train de picoler du champagne, faire des cadeaux aux influenceurs. C'est pas ça ton métier en fait, alors c'est autre chose. Ça m'arrive. Il faut Ça dire t'arrive. que, en fait, c'est un métier de rencontre, c'est des relations humaines, et forcément, il faut tisser du lien, et le champagne, ça aide. Donc c'est pas vraiment un préjugé. Ok, je garde, ça me va Non, bien. c'est pas un préjugé, mais derrière ces événements, ces cadeaux, ce champagne qui coule à flot, il y a quand même énormément de travail. Il y a, comme je te le disais, notre métier repose sur les relations humaines, donc ça repose sur l'échange, l'écoute de l'autre pour pouvoir monter des dispositifs qui ont du sens et qui auront un impact. Donc non, Ok. ce n'est pas que du champagne. Ce n'est pas que du champagne. Bon, moi, je veux bien être là pour le champagne, mais est-ce que tu peux nous raconter une ou deux anecdotes business justement pour montrer concrètement comment ça se passe et puis qu'est-ce que ça, quel est le résultat derrière, comment ça se passe? Ce qui est marrant, c'est que quand on a commencé avec Rose, c'était… Alors, je vais remonter un peu plus loin même. Avant, c'est pas de la com. Il faut savoir qu'avant, c'est pas de la com. Moi, j'ai eu une autre vie. J'ai eu la vie d'une start-upeuse parce que j'ai monté un site internet qui s'appelait mystic.com sur lequel tous les mois, je proposais une nouvelle thématique beauté. Et en fonction de cette thématique, je proposais à mes clientes une sélection originale de produits cosmétiques sous forme de coffret en édition limitée à un prix ultra attractif. Et pour promouvoir ces coffrets beauté, comme j'étais une petite start-up et que je n'avais pas beaucoup de moyens, j'invitais des personnes qui avaient une certaine notoriété sur les réseaux et c'était vraiment les prémices de l'influence. D'ailleurs, on ne les appelait pas les influenceurs, on appelait les créateurs de contenu des blogueuses ou blogueurs s'ils avaient comme support un blog, des youtubeurs s'ils étaient sur YouTube et des Instagrammeurs s'ils étaient sur Instagram. Donc, il n'y avait pas encore cette notion d'influence. C'était véritablement des créateurs de contenu. Et comme ils avaient une certaine audience, que moi, je n'avais pas les moyens d'acheter des campagnes de pub dans Elle Magazine ou à la télé, j'allais sur les réseaux et je repérais des profils que je contactais, avec qui je créais du lien et je les invitais à participer aux événements que j'organisais pour promouvoir mes marques. Et de fil en aiguille, j'ai organisé un événement tous les mois pour promouvoir à chaque fois ma nouvelle sélection de produits. Et là, les marques découvraient vraiment ce que c'était l'influence.
elles n'avaient pas l'habitude. Donc, à D'accord. participer à ces événements, elles étaient un petit peu sceptiques, mais j'invitais quand même des journalistes pour les rassurer, parce que c'est important d'avoir une stratégie de com assez globale, même si je n'avais Tout à pas les fait. moyens de faire de l'achat média. J'invitais quand même des journalistes pour les rencontrer, pour créer du lien. Et surtout, j'invitais ces influenceurs qui, eux, allaient m'aider à promouvoir mes produits sur les réseaux. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est juste l'équivalent du bouche à oreille, quoi. C'est recommander un bon produit à sa communauté, comme toi, tu pourrais recommander un produit que tu adores à une copine. Donc, c'était ça l'avantage des réseaux sociaux, c'est créer de la proximité avec les clients. C'est ce qui fait que mon activité s'est vraiment bien développée et j'ai fait ça pendant 5 ans. D'accord. Jusqu'au Donc, tu es jour où... devenue influenceuse toi-même, quelque part. Alors, Avec tes soirées, avec tes produits pour des marques. on est tous un peu influenceurs à notre échelle. Donc, mais non, je n'étais pas une réelle influenceuse. Moi, mon rôle, c'était vraiment de promouvoir mes marques. Et du coup, c'est là où je mettais un pied dans la communication. Moi, je pensais que je faisais du e-commerce, mais non, pas du tout. Moi, je faisais de la com parce que je mettais en avant ces marques-là, je créais du lien entre des prescripteurs et des marques de produits cosmétiques. Donc, j'avais déjà un pied dans la communication. Et pour la petite histoire, moi, je n'ai pas fait des études de com, en fait. Donc, c'était vraiment du bon sens et c'était mon parcours d'entrepreneuse qui m'a poussée à trouver des moyens, à me débrouiller pour faire connaître mes produits. Et en parallèle, c'était le début de l'influence et j'étais juste là au bon moment et j'ai fait les bonnes rencontres. Bon, après, on dirait qu'il n'y a pas de hasard, hein. Je les ai cherchées sur les réseaux, ces personnes-là. Et le relationnel, ça joue beaucoup aussi. Parce que Et quand tu les cherches, après, tu es capable de les rencontrer parce que c'est aujourd'hui, on a toujours l'impression que, tu vois, que tout se passe en message, en conversation. Toi, en fait, ton rôle, c'était vraiment de créer des événements, du coup, donc de vraiment passer du online au physique. Exactement, c'était tout à fait ça. Une fois que je trouvais les bons profils qui correspondaient vraiment à l'ADN de mon entreprise et qui allaient correspondre aussi aux marques que je souhaitais promouvoir, ben, je les contactais tout simplement. Et parfois, on se met des barrières énormes en se disant, il ne faut jamais répondre. Et en fait, tout dépend de l'approche. Et puis aussi, il faut leur proposer quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas juste leur dire, voilà, j'ai tel produit, je te donne un produit ou je te rémunère. Et puis, c'est tout. Non, il faut trouver le fil conducteur. Faut savoir trouver l'angle qui va leur parler également, parce que justement, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait un très gros préjugé sur les influenceurs, c'est que beaucoup les considèrent comme des panneaux publicitaires. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ils ont chacun une ligne éditoriale à laquelle ils s'accrochent et qu'ils veulent respecter. Donc, ils sont capables, même si on leur propose un budget intéressant, de refuser un partenariat. Donc, il n'y a pas que l'argent en jeu. Il y a vraiment la ligne éditoriale et l'envie de l'influenceur, ce qu'il a envie de partager avec sa communauté. Là, on est vraiment Ok. dans le partage. Et c'est ça la force des réseaux sociaux, c'est cette notion de partage. Et alors, pour revenir un petit peu sur tes débuts, hier, tu me confiais que ces événements, ils marchaient tellement bien qu'à un moment donné, vous êtes fait un peu déborder, non? Il n'y a pas eu un... Ah ouais, bah oui. Bah, en fait, à l'époque où j'avais encore MySkit, je cherchais des bureaux à Paris. Et, parce que j'étais à Ivry-sur-Seine, près de mon centre logistique pour gérer mes commandes, etc. Et j'en avais marre d'être excentrée. Ça faisait 5 ans que je faisais ça. Je passais ma vie à Ivry ou à organiser mes soirées à Paris. Et je me suis dit, mais ce serait plus simple de laisser ma logistique à Ivry et moi de m'installer à Paris, même pour le réseau, c'est plus intéressant. Et du coup, j'ai une amie qui me dit, mais viens à Paris, rue Marbeuf, on a un super appart qu'on partage avec plein de startups. Et donc là, je me suis dit, ah, c'est génial, en plus, on va pouvoir s'entraider, etc. Et là, je croise Rosemonde Pierre-Louis qui nous regarde, à qui j'explique mon business. Et là, elle me répond, mais quelle galère, mais le e-commerce, franchement, c'est l'enfer, tu devrais plutôt faire de la com. De toute façon, tu fais de la com, donc fais de la com, mets-toi en freelance, etc. Moi, je me dis, mais elle est culottée, celle-là, ça fait 5 ans que je fais tourner mon business, ça marche bien, j'ai 150 marques partenaires, et elle me dit que c'est nul, en fait. Et donc, je ne sais pas, on a eu un bon feeling, on se revoit, et puis de fil en aiguille, on se retrouve dans le même bureau, parce que je décide de m'installer dans ces locaux. Et on se retrouve dans le même bureau. Elle me demande un petit coup de pouce parce que donc elle était freelance en com, donc RP. Et elle me demande un petit coup de pouce parce que, comme je te le disais, c'était vraiment les débuts de l'influence. Elle voulait quelques influenceurs à ces événements. Et puis moi, ça tombait bien, comme j'avais pas trop de relations au niveau relations presse. Bah, je lui disais, bah, envoie-moi 2-3 journalistes à mes événements aussi. Et Rose faisait du celebrity marketing. Donc elle me dit, attends, je vais t'envoyer une personnalité. Et on a commencé à collaborer de cette façon. On s'entraidait.
aider. Et un jour, elle vient me voir en me disant, attends, j'ai une super idée, j'en ai marre de travailler pour les autres. Viens, on crée notre événement à nous, à Cannes, pendant le festival. Alors moi, je ne connaissais pas du tout le festival de Cannes, si ce n'est à la télé ou dans la presse. Et je me dis, bah oui, je ne voulais pas passer à côté de l'occasion. Donc, Allez. je disais oui à tout, hein. Toutes les opportunités, j'étais vraiment... je voulais pas rater une opportunité. Donc, je lui dis OK. Et on était à 2 mois du festival de Cannes. Donc, on débarque à Cannes, on cherche un lieu, on trouve une cave à vin qu'on customise. En fait, on transforme cette cave à vin en showroom beauté, cocon bien-être, etc. Rose me dit, toi, tu ramènes tes marques partenaires, elles financent ce projet. Moi, je m'occupe des personnalités et des journalistes. Tu nous ramènes des influenceurs et on fait un truc de magique. Je dis, ah, c'est génial, parfait, ça va être top. Et puis, ça va être une super expérience aussi pour MySkid. Donc, on commence à bosser en 2 mois. On travaille d'arrache-pied, on trouve les marques, on a trouvé le lieu, on envoie les invitations. On envoie énormément d'invitations parce qu'on se dit, voilà, dans un tout petit périmètre, il y a toutes les stars, il y a tous les journalistes qui couvrent l'événement, il y a plein d'influenceurs qui viennent, on bombarde, on Mais invite tout le il y a monde. aussi beaucoup de soirées, parce que pour avoir couvert le Festival de Cannes plusieurs fois, tu reçois des flyers de partout, tu es invité à plein de trucs. Il y a un moment où tu ne sais plus choisir, quoi. Oui, ils peuvent choisir, mais les gens, ils consomment les soirées. C'est-à-dire qu'ils vont aller à une soirée, puis à une autre, puis à une autre, et puis ils en font 5 lors de la soirée. Donc, au final, on se dit, bon, de toute façon, on n'aura pas grand monde, on aura ce qu'il faut. Et là, en fait, on reçoit des confirmations, on en reçoit plein. On se dit, mais comment on va faire? Et le gérant du lieu nous dit, mais attendez, vous avez prévu quoi pour la sécurité? Nous, on s'était dit, bon, on va avoir 15 personnes, ça va, on va gérer. Et en fait, il me dit, ah non, 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 en plus, si vous avez des personnalités, il faut gérer les fans, il faut gérer les filles aussi dans le lieu, etc. Il faut sécuriser le lieu. Avec Rose, on se dit, mais comment on va faire? Et du coup, on a l'idée d'aller à la supérette du coin et d'aller démarcher les agents de sécurité en leur disant, faites quoi ce soir? Venir bosser à une soirée. Et les mecs trop sympas, ils ont senti qu'on avait vraiment besoin d'eux. Ils nous ont dit OK. On a placé 2 agents de sécurité vraiment en last minute pour notre soirée. Et c'était génial. On a attendu, mais on a reçu tellement de monde. Et on a même reçu nos premiers clients qui étaient des prospects à l'époque qui ont participé à notre soirée et qui le lendemain nous ont dit non, mais attendez, il faut qu'on se revoie dans quelques semaines. On a quelque chose à vous proposer. Et il se trouve qu'à cette époque, nous, on avait 2 sociétés distinctes. Moi, j'avais MySkit et Rose avait son agence. Et on s'est dit, bon, il faut passer à l'étape suivante. Et en revenant de cet événement qui était quand même très difficile à gérer, hein, parce que c'est sur plusieurs jours. Intense, ouais. Intense, on n'a pas beaucoup dormi, on a perdu du poids, on n'avait même pas le temps de manger. On revient de cet événement. Ouais, on revient de cet événement, on est complètement lessivé. Et là, on se dit, mais pourquoi on ne monte pas une boîte en fait? Et c'est comme ça qu'est né C'est pas de la com. Bah, écoute, super naissance, bravo pour cette anecdote. Moi, j'adore, c'est comme ça qu'on lance les meilleurs projets. Moi, je travaille dans l'innovation et donc, du coup, tu sais, je suis beaucoup ce qui se passe dans différents pays, notamment à la Silicon Valley, du côté de Singapour, etc., pour toujours être à la pointe. Mais toi, comment tu fais? Parce que finalement, les influenceurs, on l'a vu dans ce que tu as partagé hier, parfois, c'est des vidéos qui sont tellement ridicules, tu te demandes comment ça fait pour buzzer. D'ailleurs, on vous a partagé des vidéos hier qui ont fait la une du JT de TF1, mais on ne savait pas, ce n'était pas prévu. Donc, c'était assez rigolo. Et puis, en même temps, il faut suivre les tendances aussi, et là, qui peuvent venir, je parlais de Clubhouse, par exemple, qui est un nouveau réseau social. A priori, il y a de plus en plus de rooms qui s'ouvrent, et moi, je trouve que les contenus ne sont pas super intéressants. Comment tu fais? Parce que finalement, il y a beaucoup de choses à encaisser, à apprendre et à retranscrire derrière à tes clients pour bien les conseiller. Oui. Il faut faire de la veille. Il faut vraiment aller regarder tout ce qui se fait. Il faut aussi énormément échanger, que ce soit avec les influenceurs. Tu sais, nous, on apprend beaucoup des influenceurs avec lesquels on travaille parce qu'eux aussi, ils mènent une veille, en fait. Ils regardent ce que font les autres influenceurs à l'étranger ou même en France. Et du coup, en général, ils sont vraiment à l'affût de cette information qu'ils saisissent aussi pour se démarquer et être à la pointe aussi. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller puiser les idées à la source, en fait. Donc, nous, notre métier, c'est de mettre en relation les bons influenceurs avec les marques
et pour savoir quels sont les supports les plus pertinents pour les marques, il faut aussi creuser, comprendre leur ADN, leurs objectifs, savoir où est-ce qu'ils ont envie d'aller et nous, comment on peut les accompagner. Ok. Qu'est-ce qui, tu vois, souvent on parle de raison d'être, etc. Qu'est-ce qui te drive, toi, dans ce que tu fais tous les jours? Qu'est-ce qui fait que parce que ces influenceurs, enfin, je t'ai vu travailler, c'est devenu des amis, tu les connais super bien, tu sais exactement pourquoi ils travaillent, ce qu'ils aiment pas. Comment tu fais au quotidien, finalement, pour être autant dans l'empathie et les connaître aussi bien, les fidéliser aussi? C'est important de les écouter en fait. Moi, ce que je reproche parfois à certaines marques ou entreprises, c'est de se dire que les influenceurs, c'est juste un canal comme un autre pour communiquer. Or, ça reste quand même des personnes humaines avec des sensibilités, des combats, des convictions. Et du coup, lorsque tu arrives à faire matcher la bonne entreprise avec le bon influenceur et que les résultats sont au rendez-vous et que les deux parties sont satisfaites, franchement, c'est là où on tire notre satisfaction et on est content de travailler. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter chacune des parties pour savoir comment faire ce match pour que ça fonctionne et que ça aboutisse et que l'opération soit un succès. Après, tout est proportionnel. Hein. Il peut y avoir des très, très gros succès comme des succès qui sont moindres, mais qui auront leur impact et leur incidence sur la suite en fait, de l'activité de l'entreprise. Ça va être une expérience, ça va être quelque chose qui va leur donner envie d'aller encore plus loin. Et en fait, tu poses des briques et petit à petit, Ça. ça permet d'augmenter un petit peu le pouvoir de chaque opération. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, quand tu parlais de driver, c'est que des fois, notre métier peut paraître superficiel. Et avec Rose, on lutte en fait, on lutte contre ça parce que on sait que pour nous, la communication, c'est un levier pour faire changer aussi la société. Et c'est pour ça qu'on a aussi à cœur de travailler sur des projets qui sortent du cadre purement mercantile et qui touchent parfois à l'associatif. Donc, on se sert aussi des influenceurs pour porter des messages. Et c'est là la beauté en fait de l'influence et du marketing d'influence. C'est quand tu peux t'appuyer sur des porte-paroles, des prescripteurs qui vont te mettre à ton service leur voix en fait pour porter le message et toucher une audience beaucoup plus large. Et là, c'est beau. Et là, c'est ce qui nous booste en fait. Donc, on a travaillé sur des opérations de sensibilisation, par exemple, à des maladies. On a travaillé pour la fondation Raoul Follereau pour justement sensibiliser sur le sujet de la lèpre, les pays occidentaux qui ne sont pas concernés. Se dire qu'il y a des maladies qui existent et qui se soignent, mais qu'on ne met pas suffisamment en avant parce que ça ne nous concerne pas en fait. C'est juste ouvrir les yeux sur le monde. Et les influenceurs permettent de communiquer cette information à leur audience et finalement à un grand pan de la société. Ok, on va donner un exemple tout à l'heure, mais avant de spoiler ça, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance ou à une entreprise même qui veut lancer du marketing d'influence? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Comment tu leur dirais de se lancer? C'est une très bonne question et elle mérite énormément de réflexion. C'est-à-dire que une campagne de marketing d'influence, ça ne se lance pas à la légère parce que c'est le meilleur moyen de la louper en fait. Quand on se dit, voilà, bon, j'ai un peu de budget, j'ai 2 semaines pour faire une campagne, allez, on prend un tel et puis ça suffira. Non, je pense qu'il faut vraiment comprendre pourquoi on veut faire cette campagne de marketing d'influence, quels sont les objectifs, bien comprendre aussi qui est la cible, parce que l'erreur que font beaucoup d'entreprises, c'est d'aller chercher l'influenceur qui a le plus grand nombre de followers. Mais ce n'est pas pour autant que ça va transformer ou que le message va passer. Parce que si la cible de cet influenceur ne correspond pas à la cible finalement, au cœur de cible de la marque ou de l'entreprise, bah, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est d'avoir toujours une campagne cohérente. Donc, je vais chercher un influenceur qui porte les mêmes valeurs que moi, qui a le même ADN, qui ressemble à ma communauté, à mes clients. Et là, il y a une cohérence et le message sera véritablement légitime. Donc, oui, il y a un vrai travail à faire en amont. Donc, définir ses objectifs, connaître sa cible,
sélectionner l'influenceur qui correspond à son ADN et à ses valeurs, rédiger un brief, tout en laissant quand même une certaine marge de manœuvre à l'influenceur parce qu'il connaît mieux que personne sa communauté. Donc, on ne lui rédige pas son discours pour un set de stories, on ne lui dit pas comment prendre la photo et quoi mettre en légende. Ouais, ça arrive. On ne lui envoie pas les photos déjà toutes faites? Non, et du coup, ce n'est pas de l'achat média, là, pour le coup. C'est vraiment de la création de contenu et s'appuyer sur un créateur de contenu qui correspond à ses valeurs et à son ADN. C'est vraiment important. Dans tout ce que j'entends, c'est pour lancer une campagne d'influence, il faut avoir travaillé sa plateforme de marque avant, en fait. Tout à fait. Bah, complètement. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous faites ça? Quelles sont vos valeurs? Et il va falloir faire matcher cette plateforme de marque avec finalement la plateforme de marque quelque part de l'entrepreneur et de l'influenceur. Oui, complètement. C'est un travail indispensable aujourd'hui. Ok. Et tu sais, moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont amenés à changer leur business. Le Covid a été un bon exemple de ça. C'est comment on s'adapte et comment parfois on se dit qu'on abandonne ce qu'on fait, ou on pivote, ou on dit quand on est une start-up. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Est-ce que l'influence pourrait les aider là-dedans? Oui, complètement. En fait, déjà, c'est très bien d'ouvrir les yeux sur son business parce que parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on fonce droit dans le mur. Et c'est bien de prendre du recul et de la hauteur sur ce qu'on fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, la crise, elle a révélé parfois des opportunités insoupçonnées. Et il y a plein de boîtes qui ont saisi ces opportunités pour développer de nouveaux business ou s'orienter ou ajuster son activité. Et par exemple, ça a été le cas aussi pour notre agence. Nous, on faisait beaucoup d'événements. Ben oui. Et finalement, on s'est recentré sur le digital. On sait faire aussi, mais on a maximisé, quoi. On a concentré nos efforts sur ce digital en se disant que de toute façon, à la sortie de crise, les gens auront aussi besoin de se retrouver. Mais en attendant, comment on fait pour faire face au contexte? Donc, si je peux donner un conseil à des entrepreneurs qui pivotent, c'est de se dire déjà, d'une, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, et on n'a pas perdu de temps. Parce que souvent, quand on pivote, on se dit « si j'étais partie sur cette idée en premier, j'aurais gagné du temps, j'aurais pu faire ci et ça. » Oui, mais de toute façon, on ne peut pas rattraper le temps qu'on a perdu. Et c'est on pas apprend de chaque expérience. Exactement, c'est un apprentissage. Donc, comment on se sert de cette expérience pour justement performer sur la suivante? Et du coup, l'influence, c'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est un levier marketing extrêmement puissant quand on a bien compris comment ça fonctionne. Et ça, vraiment, c'est juste du bon sens. C'est bien de s'appuyer sur une agence. D'ailleurs, nous, si vous voulez vous appuyer sur nous, on serait ravis de vous accompagner. Mais avant de s'appuyer sur une agence qui va, elle, réfléchir avec vous, vous accompagner, il faut vous poser aussi les bonnes questions. Et si je le fais, pour quelles raisons je le fais? Qu'est-ce que je recherche? De la notoriété, des ventes, des leads? Qu'est-ce que je recherche en menant cette campagne? L'idée, c'est de se dire, je ne fais pas une campagne de marketing d'influence juste parce que mon concurrent le fait ou un ami m'a dit que c'était super. Non, c'est vraiment, si je le fais, j'ai un objectif en vue. Okay. Et quand on pivote, ça peut être un bon moyen de remettre l'accent sur sa nouvelle activité. Okay, donc les entrepreneurs, ils sont toujours un peu dans le test and learn. Est-ce qu'on peut faire du test and learn en influence? Parce que tu dis qu'il faut être super prêt, qu'il faut que, voilà, on a vu qu'il fallait que la plateforme de marque, si on se rend compte que ça ne marche pas, est-ce qu'on peut changer de braquet? Est-ce qu'on peut adapter les campagnes? Comment ça se passe? C'est plus que nécessaire. Moi, je connais personne qui a réussi vraiment du premier coup. Enfin, je ne sais pas, où ils ne le disent pas forcément. Hein. Tu vois, ça reste... tu es obligé de tester pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Après, tu as l'expérience aussi qui te fait dire que tel dispositif va bien fonctionner ou non. Mais pour une entreprise qui voudrait gérer elle-même son marketing d'influence, ou même une agence qui travaille pour la première fois avec un client, a besoin de ce processus de test and learn. Tu n'arrives pas avec la recette magique en disant là, tu vas tout exploser, tu vas être sold out, etc. Ça arrive, heureusement, mais ceux qui racontent ça, franchement, ils vendent du rêve. Tu es obligé de tester, de tâter le terrain pour voir comment ça va prendre. Donc oui, c'est une succession de petites actions qui te poussent ensuite à mettre en place des dispositifs beaucoup plus gros. Mais ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité toute faite, ouais. Non, okay. En plus, oui, il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, moi-même,
ne dis pas de vérité là. Alors, nous, on a vécu une expérience quand même assez dingue, toutes les deux, puisque, comme je disais, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille ensemble. On a eu la chance de monter une marque ensemble, qui est une marque de mutuelle pour les jeunes de 18 à 28 ans. Et on s'est rencontrés justement parce que cette marque, elle venait de naître, donc elle n'existait pas. Elle était un peu déjantée aussi, avec un petit bonhomme vert, des couleurs fluo, voilà. Et elle arrivait sur un marché d'une façon très différente, puisque le Covid était là, que la cible de base, c'était les étudiants, ils n'étaient plus dans les universités, donc tous les partenariats avec les BDE, etc., c'était foutu. Et donc, il a fallu qu'on se réinvente un peu. Est-ce que tu peux raconter un petit peu la réflexion qu'on a eue pour monter du marketing d'influence avec cette marque? Bon, déjà, la chance qu'on avait, c'est que toi, Elodie, avec ton équipe, vous aviez vraiment bien travaillé la plateforme de marque. Donc, on avait les fondations pour ensuite nous mettre en place une campagne de marketing d'influence vraiment puissante. Donc, tout à l'heure, on le disait, il faut vraiment les fondements. Donc, ça, on les avait. Il y avait plusieurs problématiques pour cette marque. Déjà, il fallait construire sa notoriété, puisque c'était une nouvelle marque que personne ne connaissait. Et ensuite, il y avait quand même des objectifs commerciaux derrière. Il fallait quand même générer un certain nombre d'adhésions pour que finalement cette marque puisse vivre, cette marque de mutuelle. Donc, on était sur un projet de mutuelle qui s'adressait aux 18-28 ans. Donc, on avait bien identifié la cible. Là aussi, c'est un avantage quand on connaît sa cible. On sait aussi comment orienter les dispositifs de communication pour les atteindre. Donc, on avait la cible, on avait les valeurs, donc la solidarité, qui était le pilier de la marque, nous tous. Donc, on pouvait aussi donc orienter nos actions de communication sur ce pilier-là, la valeur, mettre en avant l'entraide, la solidarité au sein de la communauté, mais aussi avec les influenceurs pour mener des actions solidaires. Donc voilà, est-ce que tu peux me répéter ta question? Parce que là, je suis partie un peu trop loin. Comment on a lancé en fait cette com en fait? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris tout de suite? Donc tu le disais, il y a la plateforme de marque, c'est sûr. Alors je tiens à dire quand même qu'on avait des clients avec des valeurs très fortes quand même. Qui étaient déjà très engagés. Parce qu'aujourd'hui, je pense que là-dessus, c'est un peu pareil sur ce que tu disais tout à l'heure, toutes les deux dans les clients avec lesquels on travaille, il y a toujours une raison d'être assez forte, une volonté de changer les choses, de changer le monde, de faire bien pour ses salariés, de faire bien pour ses adhérents, ses clients. Et ça, je pense qu'avant même la plateforme de marque, avoir le bon mindset, et qui est surtout quand on s'adresse à des jeunes, c'était important. Donc, nous, on avait déjà cette base-là. Et après, il fallait qu'on se lance. Donc, on a pris le parti de choisir plusieurs influenceurs, de faire des mini-EP. Oui, voilà. Tant que ça, finalement, parce qu'on voulait aussi avoir de véritables ambassadeurs sur la durée. Parce que le one-shot, bon, ça peut être très bien pour un certain type d'opération. Mais dans ce cadre-là, il nous fallait de la récurrence. Et sincèrement, pour moi, la récurrence, c'est la clé du succès sur toutes les campagnes de com. C'est-à-dire que le message, il a besoin d'être ancré dans les esprits des personnes qui le réceptionnent. Donc, ce n'est pas en une fois qu'on va avoir envie de souscrire à une mutuelle. Et en plus, il nous fallait des personnes légitimes pour prendre la parole sur les sujets qu'on souhaitait évoquer, pour avoir cette caution aussi. Pour porter la marque et pour porter ses valeurs, ses engagements, ses actions. Et je pense qu'on peut citer des noms. On s'est appuyé sur Louise Aubry, My Better Self, parce qu'elle partageait les mêmes valeurs que la mutuelle, et aussi sur Broky Brooks, qui, lui, apportait ce côté très frais, fun, vraiment... voilà, le côté fun que la mutuelle aussi souhaitait retranscrire ce côté très jeune et très accessible. Exactement. Finalement. Et puis, comme on avait une cible mixte aussi, c'était important d'avoir les deux types de profils. Et c'est vrai qu'on a mené des campagnes à la fois drôles, fraîches, en s'appuyant sur des créations de contenu dynamiques, et aussi des créations de contenu vraiment plus sérieuses qui mettaient en avant les engagements, les valeurs de la marque, et expliquaient aussi ce que c'était une mutuelle, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette cible, donc 18-28 ans, qui n'ont pour certains pas de mutuelle, ils ne savent pas ce que c'est.
Et en plus, ce n'est pas leur préoccupation première. Donc, il fallait aussi beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, on a travaillé avec My Better Self en amont sur une FAQ. Toutes les questions que cette cible peut se poser autour des mutuelles. Et certains ne savaient pas faire la différence entre la mutuelle et l'assurance. Donc, il fallait expliquer que le système mutualiste reposait justement sur la solidarité et c'est pourquoi c'était une valeur aussi fondamentale pour nous tous. Donc voilà, il y avait tout ce travail et on a travaillé durant plusieurs mois avec ces 2 influenceurs et les résultats, oui, ils étaient au rendez-vous parce que c'était des campagnes cohérentes, harmonieuses. Oui, puis on les a embarqués donc dans la marque, dans l'histoire. La communauté qui s'est créée a très vite réagi à certains sujets. Et quelque part, on était un peu dans le test and learn. Parfois, on a été surpris des sujets qui marchaient. Pour le client, c'était parfois pas facile d'accepter que c'était ces sujets-là qu'il fallait mettre en avant parce que c'était ce qui était attendu. Hein. On était sur des trucs un petit peu touchy pour eux, en tout cas pas dans leurs habitudes. Et puis, il y a quand même eu finalement à la fin cette envie, la fin d'année dernière, de faire une opération un peu plus importante, de faire une opération qui était dans les valeurs de la marque, hein, puisque l'idée c'était aussi, c'est qu'on avait décidé donc de se mettre sur le sujet de la précarité menstruelle, qui était un sujet qui tenait beaucoup à cœur à Louise, qui voulait vraiment le relayer, et qui tenait aussi à cœur à la mutuelle, puisque justement dans cette mutuelle, on rembourse ce qu'ils appellent le pack intime, et donc les préservatifs, les serviettes hygiéniques, etc. sont remboursés. Et donc c'est en faisant finalement croiser ce centre d'intérêt, cette envie de pouvoir Louise, cette envie aussi de la mutuelle de montrer qu'ils avaient ce pack intime, et puis les réactions de la communauté qui réagissaient énormément sur ce pack intime et qui ont été assez sensibles, qu'on a pu monter une opération. Justement, c'était juste une photo, non? Alors en fait, oui, c'était juste une photo sur Instagram. C'est pas compliqué. Non, mais en réalité, comme tu le disais, Élodie, le sujet de la précarité menstruelle, c'est un sujet qui est clairement tabou en France et même ailleurs, à travers le monde. On ne parle pas des règles. Et c'est vrai qu'avec Louise, on avait déjà eu cette première prise de parole au mois d'octobre où elle évoquait le sujet. Elle donnait des chiffres et ces chiffres ont choqué sa communauté. Il y a des personnes qui ne savaient même pas qu'en France, il y avait des personnes qui n'avaient pas les moyens, des personnes menstruées qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des protections hygiéniques, que ce soit des serviettes, des tampons, cups ou culottes menstruelles. Je partage la photo, que tout le monde puisse l'avoir en tête. Quand on est arrivé au mois de décembre, Louise, qui est notre ambassadrice et avec qui on échange beaucoup, on est vraiment dans la co-construction, on s'est dit, voilà, on est en fin d'année, Noël approche, on a envie de mener une action solidaire, mais pas du tout pour faire une action de com en réalité. C'est juste pour marquer le coup et se dire, nous tous et Louise, main dans la main, voilà, on a déjà parlé du sujet de la précarité menstruelle, on a envie de contribuer. Alors, comment on le fait ? Et du coup, je tiens à préciser que Louise n'avait pas été rémunérée sur cette opération, que c'était vraiment un sujet qui lui tenait à cœur, un sujet qui tenait aussi à cœur à la mutuelle, puisqu'on avait déjà pris la parole et on était étonnés d'avoir autant de retours sur ce sujet-là qui était tabou. Il y a même beaucoup d'hommes qui nous ont questionnés en disant vraiment, déjà, les règles, on n'en parle pas souvent. Et en plus, oui, c'est surprenant de se dire qu'il y a peut-être des personnes dans notre entourage qui n'ont pas les moyens de changer suffisamment régulièrement leur protection hygiénique ou qui même ne vont pas à l'école ou au travail parce qu'ils n'ont pas de protection hygiénique qui peuvent leur permettre justement d'assister à des cours ou assister à une journée pleine de travail. Donc, vraiment, ça a été un choc pour beaucoup. Et on s'est dit, en fin d'année, d'ailleurs, on avait 2 opérations solidaires puisqu'on avait à cœur de soutenir les marques et commerçants français en organisant un calendrier de l'Avent. Et on a voulu, pour soutenir les entrepreneurs français, avec un lot à chaque fois auprès de ces commerçants, à faire remporter à la communauté de nous tous, un lot qui était acheté par la mutuelle d'ailleurs. Et en plus, on s'est dit, on va ponctuer ça d'une action solidaire. Mais c'était vraiment dans le cadre d'une conversation presque informelle, d'échange, en se disant, on va trouver une association à qui on veut offrir cette visibilité. Donc, on s'est penché sur l'ADSF. Il y a une nana qui a accepté vraiment de participer à l'opération, mais sans avoir cette volonté de communiquer sur ce don. Oui, ils ne cherchaient pas à se montrer. Ça fait partie de les donations, ils en font régulièrement et ils ne cherchent pas forcément de la visibilité derrière.
Et puis, il faut dire aussi qu'on avait contacté d'autres marques, mais qui n'avaient pas les moyens de contribuer. Et Nana, du fait de sa taille, a pu offrir une certaine quantité de protection hygiénique. Et avec Louis, c'est marrant parce qu'on échangeait sur WhatsApp en se disant, bon, s'il y a déjà 2000 partages, on est hyper contente parce que, voilà, il faut rester focus sur la finalité, aider ces femmes qui sont en situation de précarité. Et donc, du coup, Louise nous fait cette magnifique photo 2-3 jours après le concours de Miss France. Il faut quand même le dire, c'était un petit peu, Ouais. ça s'est un peu inspiré. Exactement. Ouais. Miss France qui nous ont bien aidés derrière, puisqu'elles ont bien aimé la photo et qu'elles ont relayé. Exactement. Et en fait, on a eu plusieurs, alors c'est pas problème, mais on a eu donc un buzz auquel on ne s'attendait pas du tout à ce moment-là. Et il se passe quand même un truc qui ne nous a pas aidés, c'est que Instagram décide d'arrêter le partage. Alors, de communiquer les informations sur les le gens, partage. Voilà. Mais ils nous ont aussi aidés finalement à récupérer toutes les infos pour pouvoir Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a engendré un peu un bad buzz. C'est que maintenant, vous n'avez plus les infos sur les partages, comment vous allez faire pour savoir. Donc, on avait ce premier truc qui a fait un peu râler des gens pendant qu'on avait des centaines de milliers de partages. Et puis, en même temps, il y avait aussi ce côté, mais Nana, c'est pas écolo. Et il a fallu expliquer que quand on est dans la rue, on n'a pas forcément de point d'eau et que c'est encore difficile d'être… Enfin, il y a eu énorme… Et on se souvient qu'on était quand même à 24 décembre. On a passé un super réveillon ce soir. On était bombardés de centaines de messages. C'était complètement exceptionnel. Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est un événement qui était tellement énorme que même si c'était une toute petite proportion de personnes, comment on peut les appeler, des détracteurs, des haters, voilà, même s'ils étaient peu nombreux par rapport à tous les retours positifs, ils étaient quand même là. Et c'est vrai que ça a été difficile à gérer et parfois ça a été blessant parce que c'était vraiment une opération sincère où tout le monde s'est allié pour faire quelque chose de beau, sans arrière-pensée. Et du coup, on se dit, mais zut, quoi qu'on fasse, finalement, on se prend ce revers. Et ça avait beaucoup affecté Louise, qui a pris la parole aussi à plusieurs reprises pour se justifier de faire une bonne action. D'autant plus qu'elle n'était pas rémunérée, qu'elle avait passé énormément de temps, elle a fait beaucoup de pédagogie. Et on s'est dit à un moment donné, c'était très dur le 24 et le 25 décembre parce qu'on recevait énormément de messages et il fallait répondre à tout le monde pour frustrer personne finalement. Et là, on s'est dit, mais finalement, c'est quoi le principal ? Le principal, c'est que ces femmes qui sont en situation de précarité, finalement, aient des protections hygiéniques à l'année. Le principal, c'est que cette association qui œuvre au quotidien sur le terrain ait gagné en visibilité. Elle a reçu énormément de dons, en plus de ceux de nous tous, de Nana. C'est ça qui est hyper important de te dire, c'est que, comme tu l'expliquais, tu fais un travail de fond qui… parfois peut paraître superficiel, parfois donner l'impression de servir à rien. Mais après, il y a aussi un gros travail de gestion de crise. C'est-à-dire que quand ça explose, comme on l'a vécu, comment on tient le coup, comment on accompagne l'influenceur aussi dans sa communication de crise, parce qu'on l'a mis finalement dans cette situation et on peut s'en sortir. Le 24 décembre, on ne savait pas si on allait s'en sortir content de notre paix ou si au contraire le bad buzz allait prendre le dessus en fait. On était un peu entre deux. Et puis, il y a eu aussi une énorme négo qu'il a fallu mener avec Nana parce qu'on avait décidé de faire en sorte que chaque partage réel donne lieu à ce qu'on avait promis et on n'avait pas du tout le volume. Et il y a d'autres marques qui ont accepté ensuite de nous accompagner, nous tous, à participer financièrement pour compenser aussi les volumes manquants. Donc, au final, ça a été une réelle réussite. Et dans toutes les réussites, il y a souvent des commentaires négatifs. Mais dans la mesure où on était droite dans nos bottes, on était en accord avec nos valeurs et nos engagements et qu'on a respecté notre promesse, j'avais envie de dire, peu importe les critiques, parce qu'on a fait ce qu'on devait faire. Et surtout, on a aidé cette association et on a aidé ces femmes. Et ça, c'était le plus important. Et alors, moi, j'aimerais reboucler avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais, voilà, moi, je ne fais pas que de la com. Je ne fais pas de la com. Cette opération qui finalement, si on veut l'appeler, est une opération de communication, elle a vraiment fait bouger les lignes et elle donne vraiment du sens à ce que tu disais au départ. C'est que, mais je te laisse le dire, Louise, derrière, elle a été invitée au gouvernement pour expliquer un peu l'opération et expliquer vraiment ce que voulait dire précarité menstruelle, parce que finalement, avant qu'on en parle, c'était un sujet un peu dont on parlait peu. Qui était pas… On l'évoquait, mais on ne creusait pas plus que ça, en fait. Et les médias en parlaient, mais sans aller en profondeur. D'ailleurs,
oui, ça a mis un gros coup de lumière, de projecteur sur ce sujet, qui est quand même un sujet de santé publique et de société, de manière générale. Et du coup, le fait que ça prenne cette ampleur sur les réseaux sociaux, et sur les médias aussi, hein, parce que c'est passé au JT, il y a eu des relais télé, il y a eu des relais presse. Enfin, ça a été assez dingue à gérer derrière. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu justement, c'est parce que ça a pris cette ampleur sur les réseaux sociaux que les médias s'y sont intéressés. D'ailleurs, merci à eux parce qu'ils nous ont aussi permis de communiquer sur la précarité menstruelle, sur des supports qui vont toucher une autre cible. Parce que là, sur les réseaux sociaux, c'était vraiment une cible plutôt jeune. Et du coup, le fait que ce soit relayé par d'autres supports presse, eh ben, on a pu toucher vraiment presque toute la France. Je crois que tout le monde on a touché le gouvernement qui a voulu faire changer les lignes. Donc, Louise, tu peux peut-être le raconter. Louise a été reçue par Elisabeth Moreno au gouvernement. Donc, c'est la ministre de l'égalité homme-femme. Et elles ont eu un échange sur le sujet de la précarité menstruelle. Ce qui est admirable chez Louise, c'est qu'elle est venue avec des propositions. Se dire, voilà, il faut réduire la TVA, mettre des protections hygiéniques gratuites dans les lieux publics, au même titre que le papier toilette. Quand vous allez aux toilettes dans des espaces publics, il y a du papier toilette en général. Alors, pourquoi il n'y aurait pas de protection hygiénique? Donc, elle est venue avec des propositions et elle a pu échanger avec Madame la ministre. Et depuis, c'est devenu aussi l'ambassadrice de ce sujet, la porte-parole de ce sujet. Et Louise aime mettre aussi en avant des associations qui œuvrent au quotidien sur le terrain, ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand elle va prendre la parole, elle va aussi créer du lien avec ces associations qui, elles, sont vraiment légitimes et qui agissent sur le terrain, au quotidien, auprès des personnes menstruées qui n'ont pas accès à ces protections hygiéniques et qui, elles aussi, interpellent le gouvernement. Donc, et juste pour terminer, Louise a quand même réussi à faire qu'une de ses propositions soit acceptée, puisqu'à partir de la rentrée, les serviettes menstruelles seront distribuées sur les campus pour les étudiants. Alors, on n'a pas réglé le problème pour tout le monde, mais en tout cas, sur la cible étudiante, qui était un vrai gros problème, ça va être en partie réglé. Voilà. Et c'est une histoire qui finit très bien et on espère que ça ira encore plus loin. Donc voilà comment on peut faire bouger les lignes avec une campagne d'influence. Et je pense que, alors on pourra nous dire que c'est un coup de chance, mais je pense pas du tout. Je pense que si ça a fonctionné aussi bien et si c'est allé aussi loin, c'est qu'on a aligné tout ce qu'il fallait du départ de la création de cette marque jusqu'à la gestion de la crise de ce buzz complètement dingue. Et aujourd'hui, je pense qu'avec Joël, on peut dire qu'on est très fiers de cette opération. Ouais, puis c'était chouette de vivre ça ensemble, Elodie. C'était super chouette. Bien d'être accompagnée quand on est plusieurs à pouvoir en discuter, parce que c'est vrai que la pression, elle était énorme et que derrière tout ça, on a quand même un petit peu souffert, mais la récompense, elle était tellement belle que finalement, on n'en garde que de bons souvenirs. Écoute, on va terminer sur ce cas. Et moi, j'avais une dernière question. Peut-être après, on va poser, voir si vous avez des questions, parce que vous êtes assez nombreux à nous suivre aujourd'hui. Est-ce que si tu devais faire Madame Irma, c'est quoi les tendances 2022? Allez, de rentrée 2021-2022. Qu'est-ce qu'il faut qu'on surveille? Alors, moi, je pense que sur les réseaux, ce qui va faire la différence, ça va être toujours plus d'authenticité et de transparence. Je pense que les marques aujourd'hui, elles n'ont plus le choix. Elles doivent aussi mettre en avant leurs valeurs, leurs engagements, montrer qu'elles ont un rôle qui contribue à changer la société. D'ailleurs, c'est pour ça que nous aussi, on a décidé de créer un club de prescripteurs engagés, ce qui va nous permettre de mettre en relation les marques avec des influenceurs au sens large. Ce n'est pas forcément que des Instagrammeurs ou des blogueurs ou des YouTubeurs. C'est vraiment, on se dit que chacun a un rôle à jouer et dès lors qu'on a une audience, si on a envie de mobiliser son audience pour porter une cause qui nous dépasse, là, on a clairement un rôle à jouer. Donc, on va créer One Off, ce club de prescripteurs engagés. Et je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun peut contribuer à faire changer la société. Et sur les réseaux, si on suit un influenceur, si on s'abonne à un influenceur, c'est parce qu'on se reconnaît aussi en lui et on a besoin de plus d'authenticité dans les échanges. Et ça va être pareil pour les marques. Si elles veulent performer sur les réseaux sociaux, elles devront être authentiques et plus transparentes.
Ok, bah, écoute, je pense que c'est une super belle conclusion à tout ce qu'on vient de se dire et complètement logique du début à la fin. Si vous avez des questions, c'est le moment. On est presque à la fin de ce super binaire. J'espère que vous avez tous passé un super moment, que vous avez appris plein de choses et que maintenant les campagnes d'influence n'auront plus de secret pour vous. En tout cas, vous serez conscient que c'est pas juste une photo et juste une coupe de champagne, même si elle est la bienvenue. Le chat est dispo si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas ou prendre la parole, il n'y a aucun problème. Je vous sens tous timides aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, comme à notre habitude après les super binars, on va vous envoyer quelques goodies par email. Vous aurez aussi le contact de Joël, donc n'hésitez pas si vous souhaitez lui poser des questions après, la contacter. Vous pouvez même l'ajouter sur LinkedIn, ça fonctionne ce réseau social. Et on sera ravis de répondre à vos questions un petit peu en différé s'il faut. On va mettre à disposition ce super binaire en replay aussi, parce que j'ai vu que certains d'entre vous étaient arrivés un peu plus tard. Ah, je crois que j'ai une question. Anastasia, est-ce que tu peux poser ta question, pardon? Alors, ce n'est pas une question. Bonjour. Ah, d'accord. Bonjour. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Déjà, je voulais te remercier, Joël, parce que c'est super intéressant. J'ai adoré tant l'histoire de la création, de ton évolution, de ton projet, comment tu as su le faire évoluer avec C'est pas de la com et avec donc ta collègue, et d'être revenu sur le buzz, entre guillemets, le bad buzz, mais qui est finalement devenu un mal pour un bien, on va dire, avec My Better Self. Et encore bravo, parce que c'est une super collab. Et puis, ça a permis de faire évoluer les choses. Donc, c'est trop bien. Merci, Anastasia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Non, je ne vois pas. Tu vas être harcelé de mails après, tu vas voir. Je répondrai avec plaisir à chaque question. Bon, est-ce que tu as un conseil, un article, quelque chose à lire? Est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander comme ça pour finir ce webinaire? J'ai tellement de choses à vous recommander. Moi, je vais faire un peu d'autopromotion. On pourra en mettre dans le mail après si tu veux. Hein. Tu nous mets le plus important. D'accord. Bah, écoute, moi, comme tu le sais, j'ai lancé récemment mon podcast sur lequel je reçois des personnalités du monde des affaires ou du sport, ou même des personnes qui ont tout simplement quelque chose à raconter, qui nous expliquent comment, à un moment donné, elles ont su lever les barrières pour atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels, des objectifs de vie tout simplement. Et j'ai eu la chance de recevoir des témoignages extraordinaires, notamment Talib Fofana, qui a eu son idée de création d'entreprise alors qu'il était en prison parce qu'il volait des voitures, et il a imaginé un antivol universel. Donc son histoire, elle est incroyable. Et j'ai pu recevoir aussi Stéphane Houdet, un joueur de tennis handisport champion. Il a remporté 23 grands chelems quand même. Et il me raconte dans cet épisode que le plus beau jour de sa vie, finalement, ça a été celui où il a eu son accident, qui a été quand même dramatique, où il a perdu l'usage de sa jambe. Pardon. Et du coup, je pense sincèrement qu'on se nourrit de l'expérience des autres, et que c'est ce qui nous permet aussi de mieux réfléchir au sens de notre vie, de mettre en perspective nos réelles priorités. Donc, je peux vous inviter à écouter ce podcast. Sinon, un des livres qui m'a vraiment marqué, c'est quand même L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est vraiment mon livre de chevet. Et quand j'ai des doutes sur ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie, je repense à l'histoire de Santiago, qui a réalisé sa légende personnelle. Et voilà, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y a toujours du sens, trouver le sens dans nos actions. C'est ce qui nous permet toujours d'aller plus loin, en fait. Ben écoute, merci beaucoup. C'est super en cohérence avec tout ce que tu nous as dit jusque-là. Donc, j'espère que vous aurez tous été convaincus que finalement, pour faire de l'influence, il faut savoir être vrai. Je pense que c'est un peu le mot de la fin. Merci à toutes, merci à tous. Joël, merci vraiment beaucoup. Je suis ravie d'avoir partagé ces 55 minutes avec toi. C'était top de revenir sur ce qu'on a fait ensemble. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve sur les réseaux sociaux par mail, comme vous voulez, sans aucun souci. Au revoir à tous.
Au revoir, merci beaucoup.